Voilà, t'étais là. Lesquels élus ont fait de cette structure politique une troisième force au sein du CACH. Cela veut dire l'UDPS, l'UNC et le RDT. Je remercie encore une fois le très bon Dieu. La situation politique du Congo. Le Congo, avant l'indépendance, était un pays sous la domination belge. Vous savez vous-même de quoi nous avions eu à hériter de cette colonisation. Il y avait un certain monsieur qui avait élaboré le plan Marshall qui devait retarder l'indépendance de notre pays à une estimation de 50 ans après. Donc nous devrions obtenir notre indépendance de 60 à nos jours. Cela veut dire quoi? En 2010. C'est là que le Congo devait obtenir son indépendance, selon le plan Marshall. Mais nous avons compris une chose, que le Congo avait des dignes fils qui étaient animés par ce qu'on a appelé le mouvement synchro-messianique ou le mouvement de la résistance de Noirs. Ce mouvement avait commencé avec Kimbangu, avec les Lessa Monalessa, avec les Chitawal, avec les Pikini, avec les Sankou Sankou, qu'on avait appelé les Sankoussars. Ce sont ces gens-là qui, avant 1950 déjà, ils étaient dans un grand front avec les colonisateurs belges. Mais ces mouvements étaient dans l'impossibilité d'avoir une activité coordonnée et ordonnée. C'était difficile que le Congo ait des leaders d'obédience nationaliste qui devaient faire entendre leur voix. Kimbangu neutralisé, les Chitawal neutralisés, les Pikini neutralisés, d'autres leaders étaient devenus des collabos du colonisateur. Et il était maintenant question de la naissance des anciens élèves. Il y a eu ce qu'on appelle le mouvement de naissance des anciens élèves. Les anciens élèves de tel collège, les anciens élèves de tel collège au Bas-Congo, les anciens élèves de tel collège, déjà vers les années 53-56, il y a eu une naissance de ce mouvement tribaux qui ont tenté de mettre les idées ensemble pour libérer notre pays. Ce n'était pas encore facile, parce qu'il fallait encore attendre la naissance du premier parti politique en 59-56, Abako et autres leaders. Et le Congo a eu son indépendance sous le sang, un certain 4 janvier, avec la grande marche, après l'échec de match de football à Kinshasa. Il y avait eu beaucoup de morts. Et là, tout était parti. Les négociations étaient entrées. On est allé à la table ronde. Mais nous oublions une chose. S'il y avait des échecs avec le mouvement synchro-messianique, c'est parce qu'il n'y avait pas un centre de coordination. Chacun voulait se battre pour sa province. Comme Kimbangu, il s'est battu pour le Bas-Congo parce qu'il était plus au Bas-Congo, bien que le message était un message d'obédience nationaliste. Mais les Sankou Sankou, ils étaient vers l'est du Kasaï. Les Sankoussa, ils se battaient là-bas. Les Lessa Monalessa se battaient dans les Boulouba, au Katanga. Et les Pikini et autres, qui étaient à Kisangani et partout ailleurs. Donc, moi, tous les Congolais étaient organisés dans une force pour récupérer la nation, ainsi que leurs intérêts économiques, politiques, et protéger nos intérêts sur le plan de la civilisation des non-empruntés. Nous avons évolué. Il y a eu Mobutu Kasavubu au pouvoir. L'histoire est connue par tout le monde, parce que piégé
dans notre constitution, appelée la loi fondamentale, entre l'exercice du pouvoir du Premier ministre et du Président de la République. On a voulu corriger en 1964, ça n'a pas été. La même crise nous a suivis en 1964. Kimba Evariste, qui n'avait pas obtenu la majorité, on a remis à Kimba Evariste au lieu de Tshombe Moïse Kapende. C'était encore une grande crise qui avait secoué la République. Et là, Mobutu s'est encore prémis pour la seconde fois pour récupérer la gestion de l'impérium étatique le 24 novembre. Et il est parti à une gestion de 2 années sans aucune référence constitutionnelle. Donc de 65 à 67, Mobutu a dirigé ce pays sans aucune référence constitutionnelle. Et là, le Tshisekedi lui disait déjà qu'il fallait avoir 2 partis politiques, ou moins. Déjà dans cette constitution dite révolutionnaire, il était déjà placé à l'article 21, l'incise de l'ouverture de 2 partis politiques. Donc le combat de notre leader, Étienne Tshisekedi Lumumba, n'était pas un combat d'un arriviste, déjà avec le dictateur que nous avions considéré hier comme le plus grand de l'Afrique. Il y avait déjà des discussions sur cette question-là. On a évolué, et rien n'était fait. Et Tshisekedi était écarté dans la gestion de la chose publique parce que la rédaction du manifeste de Lancélé n'avait pas été respectée. Et comme le manifeste de Lancélé n'avait pas été respecté, le leader du tshisekédisme, que nous appelons notre symbole, notre modèle, avait décidé de faire un autre combat. Un combat de respect de valeurs qui était dans l'idéologie moubutiste, qui ne servait qu'à faire du bien au peuple. Le social du peuple, l'économie du peuple, protéger les intérêts du peuple. C'est ce qui était dit dans le manifeste de Lancélé entre Mobutu, Tshisekedi, les Singa Uju et tous les autres, qui étaient les co-rédacteurs du manifeste de Lancélé. Après ces constats, il y a un groupe de 13 parlementaires, déjà, en 80, qui ont décidé de démontrer à la face du monde que Mobutu n'avait pas respecté le plan pour l'émergence d'un Congo meilleur. Il fallu qu'il y ait un nouveau leadership qui devait contrebalancer le mobutisme. Parce que le mobutisme n'avait pas répondu à l'appel de la révolution du 24 novembre 1965 qui voulait répartir sur de bases réalistes afin de protéger les intérêts de notre pays. Ces combats ont poussé la République à beaucoup de désordres, des pillages qui avaient amené la destruction du tissu économique de notre pays. Les pillages qui avaient même amené à ce que le Congo puisse chasser certaines grandes entreprises qui donnaient du travail aux Congolais. Ça, c'est la crise qui a amené ce qu'on appelle le marasme politique et économique. Le Congo allait dans un sens, dans un autre, sans aucun repère politique, stratégique, économique. Et là, le leader Tshisekedi, qui est notre symbole, qui est notre modèle, ne s'était pas écarté de ses objectifs. Il continuait le même combat avec l'arrivée de l'Afrique. Il a imprégné la même lutte non violente pour réessayer encore une fois de rétablir la vérité politique, la vérité de la démocratie. Mais hélas, incompris. Parce qu'il était incompris, il ne pouvait pas en soi laisser le peuple congolais à la quête du pouvoir pour le pouvoir. Il s'est battu pour un pouvoir du peuple et non un pouvoir pour le pouvoir. Vous savez bien la nuance. Le pouvoir pour le pouvoir, on y entre pour le plaisir, pour sa famille, pour lui-même, pour s'acheter des véhicules, s'acheter de maisons, renforcer ses situations financières. Mais le leader Maximo ne se battait pas pour ça. Il était à un niveau très élevé parce qu'il avait accepté de laisser tous les avantages qu'avait Mobutu, que Mobutu lui avait donné en partageant le pouvoir avec lui, et accepter de les laisser les privilèges du pouvoir, mais se battre à côté du peuple jusqu'à sa mort. Ce qui nous a poussé, nous, Tshisekedi, aujourd'hui, de faire une analyse rétrospective de cette histoire pour dire qu'il y a eu un homme qui s'est battu 38 ans, sans relâche, contre 3 dictatures. Et il a gagné toutes les 3 dictatures, parce qu'aujourd'hui, c'est à cause de son document,
qu'on appelle l'accord de Saint-Sylvestre, que l'UDPS est au pouvoir aujourd'hui. Sans ces documents, l'UDPS ne serait pas au pouvoir. Cela veut dire quoi? Tshisekedi a gagné le pouvoir avant le pouvoir parce qu'il a gardé ce qu'on appelle la constance dans le sang. Il a gardé la constance dans la pensée. Il a gardé la constance dans sa conduite politique. Il a gardé la constance dans son vécu comme politique. Il avait ce qu'on appelle le respect de la parole donnée. Quand il fallait dire non, il disait non le matin et il disait le même non la nuit. Il n'avait pas mouvé dans le système de caméléon politique ou de l'ambivalence de la politique au lieu de politique. C'est aujourd'hui que les uns et les autres ont compris qu'on proclame les grands hommes qu'après leur mort. Si souvent, on ne veut pas parler d'eux quand ils sont encore en vie. Mais nous, Tshisekidistes, chaque fois que nous aurons l'occasion de prendre la parole, nous évoquerons ce grand esprit, ce grand Mahatma, cet homme qui s'est oublié, cet homme qui s'est battu à côté du peuple congolais jusqu'à une victoire finale. Cette victoire aujourd'hui nous ramène à quoi? Cette victoire nous ramène à considérer que le pays était sous le cric. Quand le mécanicien trouve qu'il y a des punais troués dans le fonctionnement de leur véhicule, ils prennent la voiture, ils la placent sous le cric pour enlever le pinet, aller le faire modeler et le retourner après. Tshisekedi nous a laissé le pays dans ces conditions-là. Quand nous avons pris le pouvoir avec le président Tshisekedi Tshilombo, le pays n'a pas d'indicateur. Le pays, c'était un pays déjà vendu. Un pays qui n'avait pas d'économie. Un pays qui n'avait plus d'espoir. Mais parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui pouvait venir oser, en considérant tous les Congolais comme des frères, en considérant tous les Congolais comme des acteurs principaux du développement du pays. Il a fait politiquement appel à tout le monde, aussitôt après son investissement. Même à ceux qui avaient perdu, les élections, même à ceux qui avaient gagné les élections. Il avait dit, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Nous n'avons qu'un seul Congo. Et c'est ce Congo que nous devons développer, c'est ce Congo que nous devons protéger, c'est ce Congo que nous devons donner les opportunités à tout le monde d'en bénéficier. Pas plus longtemps qu'hier, vous avez suivi dans son discours, il a encore fait mention qu'il n'y a pas eu de perdants et de gagnants. Si les Congolais arrivent à comprendre qu'au-delà de nos idéologies, qu'au-delà de nos pensées politiques, de gauche ou de droite, mais nous avons un pays qui nous unit, nous tous, et ce pays s'appelle le Congo, où tout le monde peut trouver une vie, où tout le monde peut trouver des garanties sur tout le plan, où tout le monde peut trouver comment scolariser ses enfants, où tout le monde peut trouver comment obtenir l'embauche ou l'emploi pour telle ou telle X personne. Parce que le Congo est le pays le plus riche du monde. Sur les 105 ou 104, si je ne m'abuse pas en tant que chimiste, de minéraux qui se trouvent sur le tableau de Mendeleïev, le Congo en lui seul en détient plus de 85 minéraux. Et quels minéraux créent ce que nous appelons la convoitise de la communauté internationale. Et cette convoitise signifie quoi? Les minéraux sont là. Nous sommes à trois, où nous pouvons nous mettre d'accord, on se le partage, équitablement. Et chacun vit avec sa communauté, avec sa famille tribale, avec ses frères de race ou de tribus ou d'ethnie, librement. Mais nous sommes incapables, nous Congolais depuis 60, de nous partager nos minéraux. Nous sommes incapables, nous Congolais, de protéger nos minéraux. Alors que le Congo, chaque jour qui passe, les minéraux sont en train de traverser. Ça traverse les frontières et il reste de trous. Et les minéraux ne se créent pas. Ce sont des richesses potentielles. Mais quand vous commencez à les exploiter, attendez-vous à les perdre demain. Ça finira demain. Et quand ça finira, nos progénitures, les Congolais de demain, les jeunes
petits-fils. Ils diront que notre pays est riche. On ne parlera plus de la richesse du Congo là. Parce qu'une richesse, en économie ou en finance publique, quand vous avez une richesse, il faut savoir comment le transvaser. Les diamants vont se terminer. Comment créer d'autres diamants en créant d'autres investissements qui protégeront les générations à venir. Rien n'a été fait. Et nous avons pris le pouvoir politique avec le nouveau président de la République. Et on est en train de mettre le mécanisme. Et il y a une taxe minière qu'on va appeler taxe minière pour les générations à venir. Ça, c'est Félix Tshisekedi. Peut-être que vous ne le savez pas. Béton. Il y a une taxe qu'on va appeler taxe minière pour les générations à venir. Et qu'on va commencer à faire payer à tout le minier. Et cet argent sera conservé pour les générations à venir qui viendront demain, qui ne trouveront plus ces minéraux-là. 100 ans, 100 ans plus tard, 200 ans plus tard, 300 ans plus tard. Dubaï avait beaucoup de pétrole. Dubaï a transporté, transvasé, transformé ces pétroles en des sites touristiques où tout le monde va à Dubaï. Et c'est devenu un grand marché international. Et ils ont su transformer leur richesse, qui était le pétrole, qui est presque fini. Ils ont gardé des petites réserves qui vont servir pratiquement à rien. Mais en tant que des stratèges qui ont eu des ambitions. Le Dubaï les Émiratis de 1960 et les Émiratis d'aujourd'hui. Si vous voyez les deux cartes, c'est deux choses différentes. Donc il y a eu un développement structurel à un niveau élevé. Mais le Congo, le trou sont là. Rien n'a remplacé ce trou. La minière de Bakwanga. La minière de Bakwanga, qui a servi de construire d'autres entreprises minières de notre pays. Elle est foutue, il n'y a pas de route. Shinkolobwe, la mine de Kakanda de la Jikamine. Qu'est-ce qu'il y a partout là? Il n'y a rien. Et il faut qu'il y ait maintenant un gouvernement protecteur des intérêts économiques du pays. Et pour y arriver, il faut la volonté de tous les Congolais, au-delà de leur clivage ethnique, tribal, politique. Nous avons échoué pendant 60 ans, politiquement, parce que nous n'avons pas voulu être ensemble. Comment voulez-vous que 3 personnes aient gagné 2 cartons, des milliers et des milliers de dollars? Ils connaissent qu'ils ont tous 12 milliards de dollars. Ils peuvent bien se partager par 3. Chacun prendra 4 milliards, 4 milliards. Et chacun fera sa vie avec sa famille. Mais pourquoi les Congolais sont incapables de se partager les richesses du Congo? Mais ils acceptent de se battre eux-mêmes. Et quand ils se battent, c'est le Mundele qui profite de cette distraction-là, qui fait passer le minerai du Congo. Ça part ailleurs. Au Rwanda, ils n'ont pas de coltan. Mais ils sont producteurs du coltan, du colombo tétanique. C'est impossible. C'est parce que nous sommes distraits. Nous quittons la politique, la réelle politique, pour un terrain qui n'est pas un terrain réaliste. Et là, la politique du Congo devient une problématique de grand. Cela veut dire quoi? Il faut se surpasser. Oublier sa tribu. Oublier son parti politique. Oublier son obédience idéologique. Mais voir le Congo. Ce que le président de la République appelle aujourd'hui la réconciliation nationale. Dès qu'elle tiendra, il n'y aura plus de guerre à l'est de la République. Dès que la réconciliation nationale tiendra, aucun de nos minéraux ne sera encore économiquement usité par les forces multinationales qui prennent nos richesses tous les jours. Parce que les 3 personnes que je symbolise comme des Congolais, l'autre décide d'envoyer l'autre à la rivière pour chercher de l'eau, pour qu'il reste tuer l'autre, afin de gagner tous, ou seul, le minerai du Congo. L'autre qui est allé à la rivière a pris du poison, il l'a mis dans l'eau. Parce qu'il veut aussi gagner seul. Et l'autre qui est resté avec l'autre, lui a donné un coup de bâton à la tête. Il l'a tué. Il est resté seul. Mais l'autre, quand il revient, il lui amène l'eau empoisonnée. Il veut maintenant déplacer les 12 milliards seul. En même temps, il dit, moi je suis fatigué, que je boive de l'eau. Et on les retrouve tous à terre. Tous 3. Et c'est le passant qui remporte le minerai du Congo. Parce que nous nous tuons.
Nous oublions même la grandeur de notre pays. Le tribalisme bat son plein. Et un pays ne peut pas se développer avec le tribalisme, ou alors le jacobinisme, ou alors le sécessionnisme. Un pays se développe quand les fils d'un pays se mettent ensemble. Nous, Tshisekedi,stes qui avons été bastonnés par la République d'hier, sous la gouvernance du président Mobutu. La République, après Mobutu de 1997, avec M. Kabila, avec le conglomérat de l'AFDEL, ils sont venus, ils nous ont bastonnés. Nous qui étions derrière Tshisekedi. Mobutu est parti, Kabila est parti, Joseph est venu. Nous avons été encore victimes du bastonnage politique. Mais pourquoi nous chantons aujourd'hui à la réconciliation nationale? Parce que c'est ce qui nous a manqué, toutes les années. Mandela avait quitté la prison. Il a demandé à Boutelesi de venir servir la nation comme ministre. Boutelesi avait le rancœur, le tribalisme, de l'homme noir. Mais Mandela s'était dit, si tu ne viens pas, je viendrai m'agenouiller chez toi, pourvu que tu acceptes de sceller le pacte de l'Alliance. Nous, leaders, et nous allons accompagner nos peuples, les peuples vont s'aimer, il y aura le développement. Et Boutelesi comprendra que Mandela était au-delà du leadership, qu'incarne un humain. Il était au-delà de la dimension spirituelle d'un leader. Et Boutelesi était venu vers Mandela par respect. Et la réconciliation était scellée entre les deux grandes tribus noires en Afrique du Sud. Mais pourquoi pas aujourd'hui, nous, au Congo, on ne peut pas aller au-delà de nous. On ne peut pas aller au-delà de nous-mêmes. Parce que ce sont nos richesses. Personne ne peut ôter la qualité du Congolais à un autre. Personne ne peut ôter l'identité tribale d'un l'un ou de l'autre. Nous sommes tous Congolais. On a un pays à une dimension continentale, qui a le cuivre, qui a les eaux, qui a des forêts, à la comparaison même des États-Unis d'Amérique, ou de l'Amérique dans son ensemble. Nous avons notre fleuve qui est le deuxième en Afrique, et le troisième au monde. Notre forêt, c'est la deuxième, qui est convoitée, où tout est encore intact. Le poisson meurt dans nos lacs et dans nos rivières, incapable d'avoir un bateau de pêche. Je me dis, mais sommes-nous normaux ou bien nous ne sommes pas normaux? Quand je me plaçais sous cet angle-là, je me disais qu'il fallait me battre pour faire partie de ces régimes de dictateurs. Il fallait s'engager dans un combat d'idées, un combat non violent, pour que nous puissions changer les choses. Et aujourd'hui, nous avons changé les choses. Parce que nous avons une gouvernance. Nous avons un leader qui est un fils idéologique du grand maître. Arrivé au pouvoir, nous voulons changer les choses. Et nous sommes en train de changer les choses. Nous parlons de la Mouka. Parlons du cash. La Mouka, cash. Ce sont les fils d'un pays. Certains ont voulu jouer au jeu que l'UDPS a subi pendant des années. L'UDPS a perdu en 60, en 80, en 81, 82, accord de Badolité. Nous avons perdu à l'accord avec les accords du Palais du Peuple. Nous avons perdu avec les accords du Palais de Marbre, vous l'avez dit. Nous avons perdu à Sun City. Alors que c'est nous qui étions les proposants même de tous ces projets-là, de décryptation ou de sortie des crises de notre pays. Mais chaque fois, nous étions toujours déjoués. À Sun City, à l'accord de Saint-Sylvestre, Tchibala est sorti du néant avec Olengankoy. Ils nous ont tout pris. Et vous le savez pertinemment bien. On va à Genève, quelqu'un qui était parmi les transporteurs des idées UDPSiens a voulu prendre la place de l'UDPS pour que l'UDPS tombe dans l'oubli, dans le tableau de l'oubli, qu'on ne puisse plus parler de l'UDPS aucune fois dans ce pays, afin que le nouveau venu, qui ne parlait que de l'UDPS, pour être politicien, il fallait qu'il soit à côté de nous, pour qu'il puisse être pris en considération. Malheureusement pour eux, l'UDPS avait déjà grandi. L'UDPS avait déjà grandi en stratégie politique. L'UDPS avait déjà fait l'introspection de ses erreurs politiques. Vous savez que Tshisekedi avait barré les mentions inutiles. Après la CNS, il avait barré les mentions inutiles. 3 fois,
On l'a empêché de siéger comme Premier ministre. Il nous laisse la cour de Saint-Sylvestre. Olenganko a pris ça avec Tchibala. Nous sommes restés dans la séance d'été, comme les Quinois disent. Et on part à Genève. On nous sort encore notre stratégie pour tuer l'UDPS et tuer la vocation populaire du combat de la résistance pacifique dans notre pays pendant 38 ans. On ne pouvait pas le permettre. Et il fallait qu'on fasse aussi la politique cette fois-ci. Et l'UDPS a fait la politique, l'UDPS est de pouvoir, avec le RDT, qu'il avait accompagné comme structure politique. Et aujourd'hui, quand nous parlons du RDT, sur le deuxième point, c'est le Rassemblement des démocrates tshisekidistes, qui est une structure politique créée par le président de la République la veille des élections, comme outil de stratégie pour son accompagnement à la victoire électorale. Et sur le plan des élections présidentielles, sur le plan des législatives, nous avions participé. Le cash est constitué de 3 forces. La première force, c'était l'UDPS. La deuxième force, c'est l'UNC. Et la troisième force, c'est le Rassemblement des démocrates tshisekidistes. Petite structure, née la veille des élections, mais qui a pondu des résultats. En ce jour, nous avons 11 députés provinciaux, nous avons 2 sénateurs, nous avons un vice-gouverneur, nous avons un vice-président de l'Assemblée provinciale Kasaï-Orientale, on a un questeur, on a 4 ministres provinciaux. Et je suis le ministre national de cette structure qu'on appelle Rassemblement des démocrates tshisekidistes. Cette structure a une idéologie, a une pensée politique, a une philosophie. Nous faisons des enseignements du grand maître Étienne Tshisekedi Amulumba comme notre doctrine politique. Il s'est battu pour la non-violence, nous sommes non-violents. Il s'est battu pour l'amour du Congo en quittant le spectre des désintéressements, des biens matériels, mais pour se mettre au profit ou au service du peuple. Et nous faisons du peuple d'abord notre devise. Nous disons que nous sommes tshisekidistes. Nous sommes tshisekidistes pour dire tout ce que les autres ne sauront pas dire tout haut, mais les diront tout bas. En tant que membre du gouvernement, je l'ai dit tout le jour, si je trouve que ce gouvernement commence à faire des choses qui ne sont pas ceux dont un tshisekidiste peut faire, en l'occurrence le président de la République, je serai le premier à dénoncer. Parce que je suis un disciple du tshisekidisme. Le tshisekidisme est né de la contradiction entre 2 esprits. La lumière et le ténèbre. Le ténèbre qui était considéré par les tshisekidistes, qui devait faire tomber le mouroutisme. Bien entendu, c'était une philosophie de grande vision avec le manifeste de Lancelot. Mais Mobutu n'a pas respecté les engagements du mouroutisme, où les Tshisekedi étaient tous adhérents. Il a créé une autre chose qui n'était pas le mouroutisme. Il fallait qu'on combatte ça. Et aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Nous devons être les modèles du tshisekedisme. Et nous sommes modèles pourquoi? C'est notre 3e point, qui est le dernier de mon développement. Nous sommes modèles pourquoi? Nous parlons de réalisation du président de la République depuis son événement à la tête du pays. Félix est venu à la tête du pays comme président de la République après avoir prêté serment. Ah bon?